Bonjour Jean-François, ça va super bien, Ouais. merci toi. Toujours un plaisir de t'inviter. Toujours un plaisir de venir participer à ton émission. Merci. Oui, je vais très bien. Comment ça se passe, Daniel, pour toi en ce moment au niveau du marché? Bien, ça roule beaucoup. Oui, hein? Oui, énormément, ça roule. Le marché, je peux pas dire que le marché est tranquille ces temps-ci. C'est un peu l'opposé de ce qu'on prévoyait en début d'année, d'une certaine Effectivement. façon, hein? Ben, je te dirais que les 2 dernières années, on prévoyait toujours une petite baisse, mais C'est le contraire. c'est pas arrivé. Non, c'est ça, hein? Effectivement. On travaille beaucoup, mais je te dirais que c'est différent. C'est pas En tout à quoi? fait la même chose. Bien, on travaille beaucoup les refinancements ces Oui. temps-ci parce qu'on s'entend que les hausses de maisons, ils ont été profitables pour les vendeurs, mais ils sont aussi profitables pour ceux qui veulent demeurer propriétaires. Ils peuvent utiliser l'équité qu'ils ont acquérie. Pas obligé de vendre pour toucher à Ben, l'argent. Effectivement. Puis c'est à ce moment-là qu'ils peuvent se servir de l'équité de leur maison pour investir dans d'autres choses. Quelles sont les conditions rapides? Ben, les conditions, c'est d'être rendu au moins à 80 de la valeur de la maison pour pouvoir refinancer. Mais il y a aussi une nouvelle loi là, au niveau de la marge de crédit hypothécaire du fait qu'on peut utiliser une marge de crédit à partir de 65 au lieu de 80 Ça change de la beaucoup de valeur. choses. Ben oui, mais sauf qu'on peut quand même aller à 80, sauf qu'il faut fermer un prêt lié. OK. Donc, à ce moment-là, Mais un peu moins de liberté avec la liquidité. exactement. Donc, plus pour un prêt rénovation ou des choses comme ça. Exactement, le pré-rénovation ou encore quand on parlait l'autre jour, la dernière fois on s'était vu, on avait discuté du fait que souvent les jeunes, les premiers acheteurs, il y avait de l'aide de leurs parents. Oui. Bien, souvent l'aide de leurs parents peuvent provenir de là, OK. du fait que les gens refinancent leur maison puis vont chercher leur équité pour pouvoir aider leurs enfants. Est-ce qu'il y a beaucoup de prêts consolidation? On peut dire qu'on en voit, mais oui, il y en a toujours eu de toute façon. Ouais, c'est ça. L'équité a souvent servi à ça parce que les gens ils ont des engagements, mais souvent aussi, surtout les gens qui ont acheté au moment où les taux ont augmenté, des prêts auto, Oui. des choses comme ça, qui ont des taux plus élevés, bien souvent, si on est capable de refinancer, À un on peut taux aller... plus inférieur. Exactement, parce qu'on s'entend que les taux, ils n'ont pas baissé comme on aurait pensé qu'ils auraient baissé, mais sont raisonnables. Là. Plus que raisonnable, Ben oui, en fait. effectivement. Fait que à ce moment-là, c'est un gros avantage pour ceux qui veulent aller rembourser ou payer des engagements qui auraient un taux d'intérêt plus élevé. Prochaine annonce du taux directeur le 4 juin. Quel est ton feeling? Ah, c'est sûr que le feeling, j'ai pas la science infuse, puis je suis pas non plus une analyste, mais moi, je m'attends à ce que ce soit encore une stabilité comme on a vécu la dernière fois. Parce que l'inflation semble quand même stable. On est dans une situation où présentement, il n'y a pas de facteur qui nous amènerait à une hausse ou une diminution. En tout cas, rien de visible. Effectivement, puis il y a aussi l'insécurité parce qu'on s'attendait à des baisses, mais à cause des insécurités qui se passent présentement, je pense que ils sont raisonnables, puis ils On visent parle plutôt la d'insécurité, Daniel, mais en même temps, tu sais, je t'écoute me parler, puis j'ai l'impression que tout est basé sur la confiance du consommateur, mais que la confiance, le consommateur est au rendez-vous en ce moment. Exactement, exactement. En tout cas, nous, on change pas. Nous, là, au niveau prêt hypothécaire, on voit pas de changement. Au contraire, on voit un engouement même, je te dirais. OK. Là, que Est-ce que les institutions financières, en général, sont dans leur objectif de financement? Oh, ou, oui. Ils surpassent même leur objectif. On a beaucoup d'autoconstruction. OK. Des gens qui ont Ah fait... oui, OK. Ah oui, énormément. Des gens qui ont fait l'acquisition de terrain. Qui essaient de s'en sortir un peu dans les coûts pour être capable de diminuer le coût d'acquisition. Effectivement. Puis souvent, c'est une deuxième maison. Donc, comme je disais tout à l'heure, vont chercher un gros avantage en vendant leur maison. Donc, ça leur donne un plus gros montant de mise de fonds qu'ils peuvent appliquer à ce moment-là pour une maison plus dispendieuse, mais qui vont aller à l'autoconstruction. Finalement, Daniel, là, on n'est pas capable de prédire le futur. On est en situation où on se dit, si on vous a informé à un moment donné que c'était pas le bon moment d'acheter, ça voudrait dire qu'on vous aurait mal conseillé. C'est vraiment pas simple. Hein? Bien, tu sais, Jean-François, moi, ça fait 25 ans que je suis dans le domaine. Puis, je te dirais que il n'y en a jamais eu de mauvais moment pour acheter une maison. C'est toujours un Même bon dans moment. le pic de la pandémie. Même dans le pic de la pandémie, ceux qui l'ont fait, ils ont encore leur maison. Ça va, en général, ça va encore bien. On n'a pas vécu là, des gros drames là, ou quoi que ce soit. Même avec les hausses de taux qu'on a eues, parce qu'on aurait pu vivre une catastrophe avec ça. Là. Ils sont plus hauts qu'ils ont été, mais ils sont quand même dans la normale. Fait que
Tu sais, ça n'a pas été si pire que ça. Je pense pas que... C'est sûr que ça a donné un choc à ceux qui ont acheté à du 1,5 puis du 2, mais sauf qu'on est quand même là dans du 4 à peu près. Mais quand vous aviez financé les maisons là, avec un taux à 1 ou 2 vous le qualifiez avec un taux supérieur. Oui, effectivement. On appelle toujours. ça le stress test. Le taux de qualification, il est toujours plus élevé. Ça, on le fait toujours. Actuellement, le taux de qualification est autour de combien? C'est toujours 2 de plus que le taux réel. Que le taux réel. Ouais. Puis là, actuellement, le taux est autour de... Ben, notons que je te dis 4,19 à peu près. 4,19. C'est quand même très bas. Là. Quand on est en bas de 5, là, c'est quand même... Ben oui, c'est ça. C'est très raisonnable. Fait que c'est toujours un bon moment. C'est un bel investissement. Ça te reste, puis c'est quelque chose après ça. Au moins, tu payes peut-être un peu plus cher qu'en loyer, mais tu as une partie d'épargne qui se fait au moment où est-ce que tu fais ton versement, puis ta partie capitale t'appartient et te revient. Là. Alors, ceux qui ont une hypothèque avec un taux variable, c'est-tu le temps de le fermer ou on laisse ça variable? Ah, moi, je suis de celle qui croit beaucoup au taux variable en laissant un taux variable. Ah oui, hein? Oui. Quand tu embarques dans le taux variable, tu vis avec jusqu'à temps que ta maison soit payée. Malgré le fait que ce qu'on a connu dernièrement, où là, on a payé plus cher. Malgré. Oui, là, actuellement, le taux variable il est plus bas que le taux fixe? Non, pas encore? Il est encore en réajustement. Il a été beaucoup plus haut à un moment donné. C'est ça? Il y a une petite différence encore, je te dirais, mais on s'en vient. Il reprend sa place. Le taux variable revient. C'est fois dans les 30 dernières années qu'on a connu un taux variable plus élevé que le taux fixe. 7 ans. C'est arrivé durant 7 ans, pas 7 ans consécutifs, okay. là, mais sur 30 ans, il y a eu 7 années. Imagine. Où est-ce que le taux variable était plus élevé. Mais c'est parce qu'après ça, quand il prend une drop, là, ouais. quand il descend, là, il descend. Là, puis c'est beaucoup plus avantageux. Fait qu'à long terme, puis une maison, c'est du long terme. Fait qu'à long terme, statistiquement parlant, c'est prouvé que le taux variable, c'est le meilleur. Sauf que je vous dis pas de vous en aller dans le taux variable, là. Pas ça du tout que je dis, parce qu'il faut que ça vous colle à la peau, il faut que ça vous convienne, il faut que vous soyez à l'aise. Si vous êtes pour vous vous réveillez en soir la nuit parce qu'il annonce une hausse du taux directeur, allez pas là-dedans, là. Mais sur papier, à long terme, le taux variable est toujours celui qui est plus rentable. Alors, pour ceux qui nous écoutent, parce que j'ai beaucoup d'auditeurs qui m'écoutent en lavant leur voiture dans le garage le samedi matin, puis là, ils disent « Hey, ma blonde me dit peut-être qu'on devrait vendre la maison. » Puis là, qu'ils rentrent à la maison, puis ils disent « Hey, chérie, j'ai une bonne idée. Au lieu de vendre la maison, on va la refinancer. » Comment ça fonctionne? Bien, ils ont juste à appeler comme... un représentant hypothécaire ou encore à leur institution financière. Ouais. Puis là, à ce moment-là, l'institution va vérifier à savoir la valeur de la maison, soit par une évaluation agréée. Puis là, à ce moment-là, là, ils vont être capables de déterminer qu'est-ce qu'ils sont capables de faire selon leurs besoins. Ça ressemble à quoi, les délais? Oh, le délai, habituellement, c'est en tout et partout, en une semaine et demie, on peut tout faire. Pour approuver le dossier. Après ça, on doit retourner chez le notaire? Bien, pas nécessairement, parce que comme nous, chez Desjardins, on enregistre 120 de ta valeur au moment de l'achat. OK. Fait que si on est capable d'éviter le notaire, on va l'éviter. Fait que des fois, il n'y a même pas de frais pour faire ça. OK. Si on va au-delà de l'enregistrement qui a été fait à la base, bien là, oui, à ce moment-là, il va falloir repayer le notaire. Quittancer l'hypothèque, republier une nouvelle hypothèque. Exactement. Il n'y a pas de pénalité? Non, il n'y a pas de pénalité parce que nous, on fait suivre une continuité de taux. OK. Puis on va tout simplement faire un nouveau prélier avec le taux en vigueur en date d'aujourd'hui pour la différence. Donc, c'est comme 2 prêts avec 2 taux différents. Bien, c'est 2 prêts, mais sous la même marge de crédit hypothécaire. Sur la même garantie, exactement, finalement. Exactement. Les prévisions, en fait, pour fin du printemps, de l'été, comment vous voyez ça? Aussi fort? Ben, écoute, au niveau du marché en général? On nous dit tout le temps que ça devrait diminuer, mais ça diminue pas tant que ça. Fait que c'est difficile. On dirait que c'est difficile maintenant de prévoir. Mais c'est un heureux problème pour nous, là. On est très contents d'avoir du travail. Mais écoute, moi, je prévois pas de baisse tant que ça. En même temps, Daniel, ça peut être aussi simple que de faire le calcul du nombre de mises en chantier versus la demande, puis qu'on voit qu'il va y avoir un déséquilibre entre l'offre et la demande. Hein. Ça peut être aussi simple que ça, les explications. Exactement. Puis on voit pas... Je vois pas que ça va se tranquilliser là, ou que ça va se restabiliser au niveau du nombre de maisons en vente par rapport à la demande qu'il va avoir. Fait que puis les gens qui vendent doivent quand même se relocaliser.
Alors, d'une manière ou d'une autre, on est pris où... en fait, tout est une question d'offre et de demande. En Exact. plus, là, on a eu des gens qui se sont dit le taux directeur est trop élevé, on va patienter. En fait, ça a créé une congestion au printemps tel que prévu. J'étais avec Daniel... en fait, M. Bourgon, en fait, notre président de Chambre immobilière, David Bourgon, excusez-moi, en début d'année, on avait prédit, en fait, une augmentation de 7 à 8 % sur la valeur des propriétés. Je pense que finalement, là, on était trop conservateur là, parce que probablement que parti comme c'est là, on va augmenter plus à 12 ou 13 %. Là, c'est le feeling qu'on a. Bien, je pense aussi qu'en Estrie, on est privilégié là-dessus parce que c'est pas dans tous les secteurs qu'il y a des augmentations aussi grandes. Il y en a pas mal partout, mais sauf que nous, en Estrie, on dirait qu'il y a vraiment eu, là... c'est populaire. Oui, énormément. La demande est forte. On a la cote. On a un autre bureau sur la rive sud de Montréal. C'est incroyable de voir combien de parents reviennent vers les enfants qui ont étudié à l'Université de Sherbrooke. On a quand même la chance d'avoir les centres universitaires. Une belle région. On a les lacs, on a les montagnes, on a tout ce qu'il faut, en fait. La qualité de vie, puis les offres, on a vraiment une multitude de choix au niveau des écoles primaires, secondaires, cégep, université. Alors, on est quand même choyé. Donc, fait que finalement, là, tout va bien. Daniel, je comprends bien. Tout va bien, effectivement. Ouais. Tout va bien. Puis tout le monde a l'air heureux là-dedans. Bon, ben écoute, j'espère que tu vas passer un bel été, que tu vas pouvoir en profiter. Je te souhaite la même chose. Alors, je te remercie beaucoup d'avoir pris du temps. Puis, c'était une petite entrevue éclair pour se faire une mise à jour. Ça me fait plaisir. Bon été. Merci. Aujourd'hui, j'ai la chance d'avoir un invité très spécial, M. Nizar Barou. Je me demandais, M. Barou, comment vous présenter. Je vous vois en entrée. Je vais vous tutoyer un peu plus tard. Parce que c'est vraiment une occasion en or, j'ai eu de vous rencontrer dans le cadre d'une transaction immobilière. Bonjour, comment ça va? Ça va vraiment ça va très bien. Ça va très, Je suis vraiment content, Nizar, de t'avoir ici à l'émission. Parce qu'en fait, tu es inspirant. On m'avait référé à toi en me disant on a vraiment une personne de qualité. On aimerait que tu prennes soin de cette personne-là. Et je tombe en amour avec le personnage. Nizar, ça fait 42 ans que tu es au Canada, c'est bien ça? Exactement. Alors, ouais. Encore plus précisément au Québec. Oui. Et ouais, ça passe vite, 42 ça passe ans. Vite. Les jeunes qui nous entendent vont trouver que c'est quand même long, 42 ans. Mais non, quand on les a déjà vécus, c'est très loin. Et à ta première question, comment ça va? Moi, je réponds toujours que ça va super bien. Ouais. Alors, les gens qui nous écoutent pourraient penser qu'avec tout ce qui se passe, comment ça se fait que ça va super bien. Mais la façon que j'ai toujours trouvé de répondre à cette question-là, la plus sincère, ça serait de répondre de la façon que mon père répondait. Il répondait toujours qu'à part ce qui va mal, ça va super bien. Et effectivement, aujourd'hui, je pourrais vous répondre qu'à part ce qui va mal, ça va super bien. Quel est ton parcours, Nizar? Alors, moi, je suis arrivé à l'âge de 19 ans. Okay. Le but de mon arrivée ici, c'était strictement pour faire mes cours universitaires. Donc, moi, je suis un immigré que j'appelle un peu l'immigration 5 étoiles. Je suis arrivé avec un visa étudiant. OK. On n'avait pas le droit de travailler en tant qu'étudiant. Oui. Et donc, c'est mes parents, c'est mon père qui a veillé à m'envoyer tout l'argent qui m'était nécessaire pendant toutes mes années d'études. OK. Mais par contre, j'ai eu la chance de côtoyer des gens qui n'avaient pas la même chance. Et ça m'a montré un peu l'aberration des fois des politiques d'immigration. C'est de faire venir des étudiants et de leur interdire de travailler. Donc, à quelque part, on leur garantit quelque part qu'ils vont se ramasser dans le trouble. Ouais. Dans les petites job-ins au noir. Ouais. Dans la possibilité d'enfreindre une loi, de se ramasser dans le cycle pénal et de ruiner en fait leur vie, mais surtout de ruiner leur intégration au Québec. Alors que le Québec, ce qu'il veut, c'est bien intégrer ces immigrés. Donc, moi, j'ai eu une chance 5 étoiles, mais j'ai côtoyé des gens qui m'ont démontré des fois l'aberration des politiciens qui font des politiques en haut de leur chaise au 5e étage d'une grosse tour et qui ne comprennent pas que des parents de pays comme le Maroc, ce n'est pas tous qui sont capables de financer les études de leurs enfants. Même mes amis québécois, ils aident leurs parents en travaillant. À plus forte raison, des gens qui viennent d'un autre pays sans aucune ressource ici autour. Puis, ça m'a juste montré qu'en fait,
avec cet exemple particulier-là, parce que sûrement qu'avec le temps, ça a changé. Aujourd'hui, peut-être que les étudiants ont le droit de travailler. Mais mon expérience personnelle, ça m'a juste montré qu'il y avait une grande incohérence des lois. On l'a vu dernièrement avec la cancellation de la francisation. Peut-être une semaine après qu'on m'ait expliqué que le problème de l'immigration, c'est que ça nuit aux Français. Exact. Fait que cette incohérence-là laisse la population québécoise à pas comprendre ce qui arrive avec l'immigration, puis laisse l'immigrant dans une situation difficile. Alors, donc, la perception peut être complètement mauvaise par rapport à tout ça. Quand on rentre dans les détails, on saisit mieux les enjeux, mais c'est un parcours du combattant là, en tant qu'immigrant. Là. Absolument. Puis c'est un parcours du combattant que souvent la population ne comprend pas. Et donc, ne comprenant pas les difficultés, ils vont blâmer le manque de vouloir ou le manque de vouloir s'intégrer ou de l'immigrant. Mais moi, j'ai eu la chance parce que la première chose que fait un immigrant qui se ramasse dans des situations difficiles, c'est de rejoindre sa communauté. Ouais. La meilleure façon de créer des ghettos, c'est de créer des incentives pour que l'immigrant, dès qu'il arrive, il rejoigne sa communauté. Ça nuit à l'intégration. Exactement. Moi, j'ai eu le loisir, le luxe de dire, j'ai immigré au Québec, j'aimerais m'intégrer à la population québécoise. Je n'ai pas besoin de goûter au couscous, moi, quand j'arrive au Québec. Ce que j'aimerais, c'est goûter à la poutine, de goûter à la cuisine autant finger food que raffinée québécoise. J'ai envie de comprendre quelles sont vos réflexions sur le monde, pas les miennes. Celles-là, je viens de là. Tu les maîtrises déjà. Je les maîtrise déjà. Donc, si je veux m'intégrer, il faut que j'ai le luxe de pouvoir m'éloigner un peu de ma communauté pour me mélanger à la communauté d'accueil que je viens visiter et que je viens découvrir et que je viens connaître. Alors souvent, on va reprocher à l'immigré de ne pas faire ça. Mais il ne fait pas ça parce qu'il n'a pas envie. Il fait ça parce qu'il n'a pas le luxe de pouvoir faire ça. Alors par exemple, la langue étant un petit peu un obstacle, la barrière, il va aller travailler dans des restaurants de sa communauté où on va pouvoir lui parler dans sa langue. Si on faisait une très bonne job d'intégration des immigrés qui ont un français fonctionnel pour qu'ils puissent améliorer leur français, on va leur donner la chance d'aller explorer leur société d'accueil. Donc, moi, j'ai eu la chance d'explorer ma société d'accueil. Puis la raison pour laquelle je donne ces petites précisions-là, c'est parce que souvent, en tant qu'immigrés, on va parler qu'on est arrivé ici, puis on a réussi, donc le Québec est ouvert, et donc nous, on est des grands travailleurs. Mais c'est fou comment la réussite ou l'échec va dépendre de quelques intersections dans ta vie. Moi, l'intersection a été que, ayant des parents qui avaient les moyens modestes, mais des moyens pour m'aider, ça m'a permis de développer ma curiosité sur ma communauté d'accueil. Et ça, c'est enclencheur d'énormément de choses. Quand le temps arrive d'être dans des équipes à l'université, je comprends les codes. Parce qu'il y a des codes marocains qui sont géniaux pour le touriste, mais que vous n'aimez pas ici forcément. Par exemple, chez nous, on passe dans une rue, on connaît le gars, on sonne à sa porte, on rentre chez lui. Bon, ici, quand tu fais ça une fois, ça peut nuire à ton relationnel. Les gens vont commencer à t'ignorer un peu pour ne pas avoir à ce que tu débarques chez eux sans avertir. Alors que chez nous, l'inverse serait impoli de ne pas recevoir quelqu'un qui vient ici. Donc, le Québécois en général, quand il va au Maroc, il trouve tout ça folklorique et drôle, mais quand il vient chez lui, il veut quelqu'un qui parle sa langue. Il ne veut pas quelqu'un, et sa langue en langage, mais sa langue en body language. Okay. Et donc, moi, j'ai eu la chance de découvrir ça. Ce qui a fait que ma scolarité a été plus facile. Ce qui a fait que ma réussite a été beaucoup plus probable au niveau de... J'ai étudié à l'école polytechnique et donc je suis ingénieur en électronique. Puis après ça, une fois que j'ai appris tous ces codes-là, quand j'arrive dans le marché du travail pour développer un projet, je connais les codes, je sais comment embaucher des employés. Je sais, juste pour vous donner un exemple, quand on écrit à un employeur au Maroc et qu'on écrit au patron de l'entreprise, la lettre commence par « Votre Excellence ». OK. Mais si tu écris une lettre à un patron ici en voulant être poli et en le nommant Votre Excellence, ça va être la grosse joke dans l'entreprise. Mais la chose qui est certaine, c'est qu'on ne t'appellera pas pour l'entrevue. Donc, il y a des problèmes de code. Et ces problèmes de code, tu ne peux les apprendre que si tu te mets dans la société d'accueil pour apprendre. Tu sais, on est tous focusés sur il faut apprendre la langue. Mais le défi la langue est amplifié. Exactement, mais la langue parlée, c'est une chose. Ouais. Mais la langue de la culture, la langue de ce qui est bien et mal, la langue de ce qui se fait et ce qui ne se fait pas. Tu sais, le Québécois,
après l'avoir rencontré une fois, je veux être son ami, il va avoir tendance à se méfier. Alors qu'au Maroc, tu croises un gars dans l'autobus, le lendemain, t'es son meilleur ami. Tu sais, fait qu'il faut... Alors nous, on trouve ça positif d'aller vers toi pour t'inviter chez nous après t'avoir vu une seule fois. Ouais. Mais il faut que je comprenne que dans la culture québécoise, dans la façon qu'il réfléchit et qu'il réagit, ça peut le rebuter plus que l'exciter que tu viennes l'inviter à manger chez lui alors que tu l'as rencontré juste la veille dans l'autobus. Donc, ça, c'est des exemples que je donne. Donc, pour toi, ça a été vraiment des enjeux de taille avant même d'envisager partir en affaires. Ben, absolument, mais je les ai découverts juste après. Parce que la chance étant de mon bord, me suis intégré, j'ai compris les codes, j'ai été à l'université, j'ai eu des équipes de travail avec qui ça a super bien été, les amis m'invitaient à leur party. Et quand je suis arrivé dans le monde de la business, moi, je peux vous dire une chose, je n'ai jamais de ma vie ressenti le moindre action ou réaction raciste au Québec. Et loin de moi l'idée de dire donc tous les autres c'est des menteurs qui disent qu'ils ont rencontré du racisme. Mais la ton raison... expérience. Exactement. Et en plus, j'ai œuvré pendant à peu près 40 ans dans le monde de l'agriculture. C'est-à-dire c'est un monde étiqueté comme étant conservateur et fermé sur lui-même, etc. Jamais je n'ai ressenti... J'ai senti de l'ignorance d'où je viens, mais avec une intention de curiosité. Tu sais, quand on me dit « Ouais, mais chez vous, est-ce qu'il y a des chameaux ?» Par exemple, il y a des gens qui prennent ça mal. Mais moi, ça m'est arrivé de poser des questions aussi stupides à un Australien ou dans un autre pays, parce que ce que j'ai vu dans les documentaires, tu as l'impression que c'est généralisé même dans les villes. Exactement, la perception externe. Exactement, ouais. Donc il faut respecter ça. Puis dans notre dialogue, je n'ai jamais ressenti ce que je pourrais qualifier comme étant du racisme de toute ma vie au Québec. Et comme je rencontre des immigrés qui, eux, en ont ressenti et rencontré souvent, je me dis que ça doit être dû au fait qu'on n'a pas eu le même cheminement. Parce que je suis bronzé, je suis arrivé avec un accent quand je parlais français, j'ai un nom à connotation qui n'est pas québécoise. Ouais. Donc je me suis dit, c'est quoi la différence entre moi et cet autre immigré basané avec un nom bizarre qui, lui, a ressenti du racisme dans sa vie, mais pas moi. Et je me suis rendu compte qu'en fait, c'est l'œuf et la poule. À partir du moment que je ne connais pas les codes, tu me repousses. Ouais. À partir du moment que tu me repousses, au lieu de questionner le problème que je n'ai pas les bons codes, je qualifie ton comportement de raciste. Et à partir du moment que j'ai qualifié ton comportement de raciste, je ne cherche plus à aller vers toi, puisque tu es raciste. Ça ne sert absolument à rien. Et donc, le creux se crée. Et toi, devant cette attitude de non-respect de comment toi, tu fonctionnes dans ton pays, ben, tu vas dire que le gars, il ne veut pas s'adapter. Et là, tout à coup, le ravin qui était peut-être d'1 mètre, qui était normal, parce que je viens d'une culture et toi d'une autre, on avait un ravin entre nous d'1 mètre. On peut enjamber puis passer de bord. Mais le fait que le Québec n'a pas fait son travail au niveau de l'intégration, et peut-être que l'immigré n'a pas fait son effort parce que ça vient de part et d'autre. Pour s'intégrer, ce ravin-là va se creuser à un point qu'il n'y aura plus possibilité de le recoller. Il est rendu beaucoup trop loin pour essayer de jumper l'un vers l'autre. Alors, toute cette expérience-là, Nizar, t'a permis, à la fin de tes études, de te lancer en affaires. Très bien. Alors, oui, exactement. Je me lance en affaires. Et pourquoi je me lance en affaires? Là, c'est ma culture de l'immigré qui rentre en jeu. Moi, je viens d'un pays où on ne se dit pas quand tu as fini, il faut aller trouver une job. Nous, on se dit, il faut ramener de l'argent à la maison. Ouais. Vous, mes collègues québécois, quand j'étais ici, lui, il étudiait parce qu'il voulait travailler chez Bombardier ou à telle place. Il y a suffisamment de jobs et le lien entre l'école et les entreprises est assez bien fait que moi, mon rêve en tant qu'étudiant, c'est de travailler dans une job qui me rapporte 100 000 et plus. C'est comme ça que le Québécois a été conditionné. Formaté. Exactement. Ouais. Nous, on a été formaté plutôt que, t'es rendu adulte, il faut que tu gagnes ta vie. Et donc, on sort dans la rue. Il y a l'option de se trouver une job, mais il y a aussi l'option de se rendre compte qu'il manque quelque chose ici, puis d'essayer de la trouver ailleurs, puis de l'amener ici. Tu sais, je ris toujours parce que les Marocains, ils ont tous une carte de visite écrit dessus directeur de sa compagnie d'import-export. Et quand je lui demande ah ouais, mais dans quel domaine? Tout ce que tu veux. Tout ce qui manque.
tout ce que tu veux, on va trouver une façon de l'importer, de l'exporter. Cette culture-là, due au fait que le Maroc est un pays en développement puis qu'il n'y a pas suffisamment de travail pour tout le monde, un peu le système de la démerde, Ouais. ben moi, quand j'ai quitté l'école, mon réflexe, c'était qu'est-ce que je peux faire avec ce que j'ai étudié et non pas où est-ce que je peux me trouver une job. Et évidemment, qu'est-ce qui manque à l'entrepreneur? C'est de se dire, ben, il faut que je trouve quelque chose à faire. Il me faut un projet. Mais on n'a pas été formaté comme ça. On enseigne à l'école. Moi, j'ai entendu mon prof me dire 1000 fois que si tu travailles bien, tu vas avoir une bonne job. Mais je ne l'ai jamais entendu me dire si tu travailles bien, tu vas avoir ton entreprise. Tu vas réussir. Tu vas réussir ou tu vas avoir ton entreprise. Ouais, Il me dit, tu vas avoir une bonne job. Ouais. Tu vas avoir une job bien payée. Tu sais. Fait que c'est le fait que j'ai pas été grandi au Québec m'a donné cette chance-là, Mhm. mélangée avec tout ce que j'ai acquis au Québec. C'est ce qui a permis que je devienne un entrepreneur. Alors bon, moi, je trouve souvent que les entrepreneurs prennent tout le mérite de la réussite. Moi, je dis toujours qu'il y a 20% de mérite, 80% de circonstances, de chance. Et ma chance, même pour l'entrepreneuriat, alors le début de ma vie que je t'ai raconté, ma chance, c'est d'être au Québec. De décider d'aller en entrepreneuriat, ma chance, c'est d'être du Maroc. Et après ça, la chance qu'on m'a donnée pour partir ma business, parce que je n'avais pas d'argent. Quand j'ai commencé, mon père avait les moyens de m'aider à l'école, mais il n'avait pas les moyens de me donner de l'argent pour partir en business. Ce qui m'a aidé, ben, d'abord, c'est le fait qu'on ne m'a jamais discriminé. On ne m'a jamais dit, toi, non. Est-ce qu'il a fallu que je montre un peu plus que les autres que je veux? Peut-être, mais c'est un peu normal. Ouais. Puis, j'ai utilisé mon bagage marocain pour démontrer que je voulais vraiment, parce que nous, on a ça dans le sang, vouloir. Tu vas dans la Médina au Maroc, tu n'as que des hommes d'affaires, magasin par magasin. C'est toutes des gens qui savent négocier, qui savent... Et donc, quand j'ai commencé à travailler, j'ai vu ce que le Québec peut m'apporter en tant que démocratie, en tant que gouvernement qui aide les jeunes. Il y a des lacunes, on s'entend. Mais globalement, j'ai trouvé des leviers pour pouvoir partir ma première business et la réussir. Nizar, très intéressant. On va prendre une pause publicitaire. On arrête quelques instants. Puis par la suite, on pourra vraiment entrer dans le sujet, à savoir quel est, dans le fond, le parcours au départ. Parce que tu m'as amené, avant l'entrevue, une nuance entre un homme d'affaires et un entrepreneur. Oui, absolument. Donc, on pourra aborder ce sujet-là. On se retrouve dans quelques instants. C'est excellent. Merci. Nous sommes de retour avec M. Nizar Barou, un entrepreneur certifié du Québec. Comment ça va, Nizar? Ça va très bien. Ouais, merci encore une fois. Nizar, avant, on a parlé de ton parcours, l'intégration qu'on pourrait dire de ton arrivée au Maroc, du Maroc au Canada il y a 42 ans, ton cheminement, l'intégration, les études universitaires et tout ça. Donc là, on est rendu à... Tu me disais d'entrée de jeu, il y a une différence entre un entrepreneur et un homme d'affaires. Oui. J'aimerais t'entendre là-dessus. Alors, je dis pas que la différence est dans le dictionnaire ou je dis pas que la différence... Ta définition à toi. Exactement. Ouais. Alors, mon opinion à moi sur la différence entre un entrepreneur et un homme d'affaires, c'est que souvent quand je rencontre des hommes d'affaires, ils veulent investir, ils veulent savoir le retour sur l'investissement, ils veulent savoir, ils veulent au moins un rendement de 30%, etc. Mais quand je rencontre des entrepreneurs, je rencontre des gens passionnés qui développent leurs projets par rapport à leurs convictions profondes et qui n'ont pas comme objectif numéro 1 de s'enrichir avec leur entreprise. Alors, moi, j'ai appris ça au Québec parce qu'avant, pour moi, tu as une business pour faire de l'argent. Ouais. Et petit à petit, je me suis rendu compte qu'en fait, non, tu as un projet. Puis même moi, quand je suis parti en business, il y a jamais j'ai rêvé faire de l'argent comme j'ai eu la chance d'en faire dans mes business. J'aimais l'idée de créer, concevoir quelque chose, l'amener sur le marché. Et comme tous les artistes, parce que je considère que l'entrepreneur, c'est une sorte d'artiste. C'est vrai. Je veux vivre de ma passion. Ta créativité. Exactement. Ouais. Le seul rêve d'un artiste ou d'un entrepreneur, c'est de pouvoir vivre de sa passion. Alors que l'homme d'affaires, le mot le dit, c'est un homme qui est là pour les affaires. L'entrepreneur, c'est un boulanger, c'est un électricien, c'est un plombier, c'est un ébéniste. J'ai vu des ébénistes qui font des choses merveilleuses, puis qui ne veut absolument pas virer ça industriel parce qu'il perdrait de la beauté de ce qu'il fait. Ces gens-là, pour moi, c'est les bâtisseurs du Québec.
Les autres, on en a besoin aussi. On a besoin des financiers, on a besoin des gens qui font tourner l'économie, ce que j'appelle la macroéconomie. Mais la richesse du Québec est quand même composée de 80% d'entrepreneurs, de petites business, de boulangers, de plombiers, d'électriciens, de manufacturiers de chaises. C'est ça, notre richesse. Et la beauté là-dedans, c'est que quand on tombe dans des guerres tarifaires, si on encourage ces gens-là, eux, ils seront toujours là. Moi, j'ai jamais entendu ces gens-là dire que si jamais les tarifs augmentent, je m'en vais faire mes petites chaises aux États-Unis. Ces gens-là sont patriotiques, réels au Québec. Ils ont voulu développer quelque chose de beau pour le Québec. Et ces gens-là ne disent pas pour un oui ou pour un non, on va déménager mon siège social ailleurs. Ils sont ancrés dans leur société, sur leurs principes. Ils sont ancrés dans la société. Et puis moi, en tant qu'entrepreneur, ouais. J'ai une grande fierté à dire que je n'ai pas $1 en dehors du Québec, que j'ai payé tous mes impôts au Québec, que j'ai aucun abri fiscal ou aucun argent caché quelque part. Parce que le Québec m'a donné ce que je suis, j'aimerais réinvestir dans le Québec. Et aujourd'hui, je réinvestis beaucoup de mon argent dans des business comme une petite ferme à grosseur familiale, comme aider des entrepreneurs eux aussi à partir. Parce que ce qui m'a manqué, moi, pour décoller, c'est 30 000 $, 40 000 $. Aujourd'hui, je pourrais le faire, ça ne changerait pas ma vie. Alors, je trouve des jeunes et je le fais. Et ça m'a appris à le faire parce que le problème avec entrepreneur, c'est que tout le monde dit je veux être entrepreneur, mais c'est un métier très difficile. Il faut repérer les gens qui ont le vouloir, mais qui ont les nerfs et la solidité pour traverser. Parce que c'est très difficile. Tu traverses le désert pendant un petit bout. Parce que Nizar, là, disons-le, pour ceux qui nous écoutent et qui ne te connaissent pas, tu as quand même eu des gros succès dans la construction, développement des affaires et dans la revente. Tu as en fait démarré 2 entreprises, c'est bien ça? Oui, j'ai démarré une entreprise en 1990 que j'ai revendue en 2008. Oui. Et j'en ai redémarré une autre en 2012 que j'ai vendue en 2021. Des gros succès au Québec, des très grosses transactions d'envergure. Pour moi, là, c'est des immenses succès, même si on ne parle pas de milliards, pour la simple raison que je l'ai faite avec un esprit d'entrepreneur. Oui. Et l'esprit d'entrepreneur, c'est quelqu'un qui veille à son équipe, c'est quelqu'un qui veille à ses employés et à la famille de ses employés. Tu sais, ce modèle-là qu'on voit un petit peu arriéré, un petit peu... aujourd'hui, on parle de coûts, on ne s'intéresse pas à la famille de nos employés. L'entrepreneur, ses employés, c'est sa famille. Alors, j'ai amené la compagnie aussi loin que j'ai pu avec ce modèle-là et le succès qu'on a tous rencontré. Je suis fier de dire que j'ai dû créer une vingtaine de millionnaires avec moi. Wow. Intéressant. Le partage n'est pas juste dans la solidarité avec des gens mal pris. Le partage est aussi dans le succès. Quand les gens embarquent avec toi et qu'on s'en va vers un succès et qu'ils se sont mis leur passion comme toi, il faut qu'eux aussi partagent le succès. La solidarité n'est pas... le mot solidarité, on a l'impression que c'est juste donner du pain à quelqu'un qui n'en a pas. Mais c'est aussi donner de la chance à quelqu'un qui a contribué à la tienne. Donc, c'est un peu comme ça que je vois l'entrepreneur par rapport à l'homme d'affaires. Et donc, j'adore me décrire beaucoup plus comme entrepreneur que homme d'affaires. Est-ce que tu as eu l'impression d'abandonner ton bébé? Oh, absolument. Mais à un moment donné, il faut vraiment que tu apprennes et tu acceptes ce que tu es bon à. Oui. Et par le fait que je suis un pur entrepreneur, moi, je suis très bon pour amener une business jusqu'à 100 employés. Okay. Après ça, veux pas, la gestion va faire que je vais être beaucoup moins en contact avec chacun d'entre eux. Et il y a des structures qui sont bonnes pour ça. Moi, je ne suis pas bon pour ça. Okay. Moi, si je ne connais pas tous mes employés, je vais pouvoir aller plus gros, mais le plaisir ne sera plus là. Et toi, en fait, c'était aussi la production d'équipements pour les fermes, c'est bien ça? Oui. Alors, dans le monde agricole, on développait des solutions d'automatisation de la ferme de A à Z. Mais l'idée venait de nos employés québécois. Okay. Elle était développée par nos ingénieurs québécois et elle était manufacturée au Québec. Et ma plus grande fierté, c'est que pendant que tout le monde achetait des choses de la Chine, nous, on vendait de l'électronique à la Chine. On a vendu pour à peu près $8 millions par année de
contrôle électronique. On s'entend, le mot électronique est important quand on parle de la Chine. On peut à peu près plus rien exporter d'électronique en Chine. Et aujourd'hui, la compagnie que j'ai vendue continue à exporter en Chine de l'électronique pour automatiser les fermes. Ça a été ma plus grosse fierté. Ceux qui sont fiers d'avoir déménagé leur compagnie en Chine, je ne les comprends pas. Moi, je suis fier que le Québec ait pu aller vendre de l'électronique. Mais vous aviez tous les grands pays, la Russie aussi, on avait tous les grands pays. On a vendu des très gros projets en Russie, au Vietnam, en Thaïlande, au Mexique, aux États-Unis, évidemment. Oui. Un gros de nos marchés était aux États-Unis. Et aussi au Canada, dans toutes les provinces canadiennes. Quel conseil t'aurais à donner, Nizar, avec les politiques américaines qui sont en place? Moi, je ne crois pas que c'est une mauvaise affaire d'avoir le genre d'individu qu'on a aux États-Unis. Moi, j'ai vu un sentiment patriotique toucher le Québécois. Puis c'est bien qu'en tant qu'immigrant, je le dise, parce que souvent, il y a l'immigrant de cœur, il y a l'immigrant de papier, il y a le nouvel arrivant. Moi, je dis qu'il n'y a que des Québécois au Québec, parce qu'aujourd'hui, moi, ce gars-là, quand il faisait ses discours, il me faisait mal au cœur en tant que Québécois, pas en tant que Marocain. Mm-hmm. Et même qu'il me mettait une rage de démontrer au monde entier qu'on n'a pas besoin des États-Unis pour être un pays à 100%. Le seul le bémol que je mettrais là-dedans, c'est que moi, j'ai vu les entrepreneurs se serrer la ceinture puis dire « on va aller ailleurs, on va faire nos business nous-mêmes ». Il nous a fouettés. Hein? Il nous a fouettés énormément. Il nous a fouettés au point où la solidarité a augmenté aussi entre nous.